Devenez riche en travaillant 20 minutes par jour. Le livre du Hougueux, Mieux vivre, la méthode danoise. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Chatitude, pour être zen comme un chat. Je sais pas vous, mais j'en ai vraiment marre du développement personnel. Ça ne marche jamais, tous ces bouquins. Par contre, Titiou Lecoq, Honoré et moi, ça m'intéresse. Parce qu'il a réussi sa vie en passant son temps à la rater, Balzac est mon frère. Voilà ce qu'il nous faut, une leçon d'échec par Honoré de Balzac. C'est Titiou Lecoq qui l'a écrit. On va aller la rencontrer dans la maison de Balzac à Paris. Bonjour Titiou, alors pourquoi est-ce que Balzac est un loser? Pourquoi est-ce que tu l'appelles un loser et pourquoi est-ce que tu dis que c'est ton frère? Alors oui, c'est un peu, ça casse un peu l'image du grand homme, etc., du génie littéraire. Mais c'est ça qui le rend terriblement attachant, c'est que c'est quelqu'un qui voulait plein de choses dans la vie. Il a été plein d'envies et de rêves et de fantasmes, et notamment il avait un but assez simple qui était être heureux. Et tout ce qu'il a tenté pour arriver au bonheur, c'est casser la gueule en fait. Et à chaque fois c'est hyper attendrissant parce qu'il retente et il a une nouvelle idée de génie et cette fois c'est sûr ça va marcher. Et à chaque fois ça échoue jusqu'au bout quoi. Et ce côté loser me le rend profondément sympathique et je me dis des winners il n'y en a pas tant que ça donc on peut tous se reconnaître en lui. Bon, ça donne envie de le connaître un petit peu mieux, puis pour ça le mieux c'est d'aller découvrir sa maison justement, en tout cas ce qu'il en reste. Quand on regarde cette porte, on se dit bon, elle est pas mal, mais sans plus. Et en fait, elle a un intérêt vraiment très fort. Elle était dans la dernière maison de Balzac. Et c'est à la fin de sa vie, bon, il est mort assez jeune, donc fin de sa vie, il a 40-50 ans. Mais c'est le moment où il lui arrive un truc incroyable. En gros, son épouse, qui a de l'argent, lui ouvre son portefeuille et lui dit « Vas-y, fais-nous, achète la maison que tu veux et tu la décores comme tu veux. » Et il va plonger dans une espèce de délire, mais qui va durer plusieurs années, où il va tout choisir, mais tout. Mais on a des lettres qu'il écrit donc à son épouse, où il lui parle de la poignée, de la chasse d'eau dans les toilettes, et de quelle couleur il faut la choisir, etc. Le moindre torchon, enfin bon. Et donc ça, c'est une des portes de cette maison où il avait dessiné lui-même le motif, etc., fait faire sur mesure. Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrête complètement d'écrire. Et c'est comme si il s'était dit à ce moment-là, en vrai, la maison et la décoration, c'est de l'art, et je préfère consacrer mon temps à me créer une œuvre d'art dans laquelle je vais vivre, plutôt qu'à imaginer des œuvres d'art sur du papier avec ma plume, et voilà, et qui n'ont pas de réalité concrète, quoi. On a beaucoup de chance d'avoir encore cette canne dans toute la masse d'objets qui ont disparu. Celle-là en particulier, il y avait plusieurs cannes, mais celle-là est tellement célèbre qu'il y a un livre qui a été fait à l'époque sur cette canne. À l'époque, on considère qu'elle est affreuse, que c'est vraiment du mauvais goût, c'est tape à l'œil. Et elle a des turquoises, ce qui n'était pas une pierre associée aux hommes. En plus, alors c'est lui qui l'a dessiné, donc il a fait faire des petites fleurs en turquoise, etc. Et on voit en haut, il y a une boîte en fait. Ça a beaucoup jasé quand il est sorti les premières fois avec sa canne sur qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on a prêté à sa canne des pouvoirs magiques. On s'est dit, en fait, s'il arrive à écrire autant, c'est parce que c'est un talisman, il doit y avoir un ensorcellement derrière. Enfin, bon. Moi, ce que je vois quand je regarde cette canne, c'est toujours cette volonté chez Balzac de paraître avant tout, quoi. Alors Balzac a vécu ici à partir de 1840 et il s'est installé ici un peu pour fuir Paris à l'époque. Oui, en fait, Balzac possédait une maison au Jardy près de Sèvres et cette maison, il l'a fait construire sans avoir le premier centime pour la payer. Donc du coup, la maison a été saisie et Balzac, pour échapper à la prison pour dette, s'est enfui dans une petite maison, dans un petit village, parce qu'à l'époque, Passy, c'est un village, ce n'est pas Paris, c'est séparé de Paris par des champs, on croise des vaches, on voit des vignes, etc. Et il va occuper un petit appartement de 5 pièces, complètement caché à l'époque depuis la rue, où il va travailler
dans une tranquillité totale. C'est une maison dont il parle de façon parfois très, très différente. Dans certains cas, c'est son nid, c'est l'enveloppe de sa vie, et puis ailleurs, c'est vraiment au contraire le banc du forçat, c'est le boulet du galérien. Donc c'est à la fois un endroit où il est attaché parce qu'il peut travailler en toute tranquillité, et donc il y a à la fois les joies du travail et les souffrances du travail. Ça, c'est cette maison, c'est ses Passy. Alors là, nous entrons dans le cabinet de travail de Balzac. C'est vraiment là qu'il a écrit, conçu et corrigé toute la comédie humaine. Il faut vous imaginer l'écrivain qui arrive à cette petite table de travail, toute petite, il se fait réveiller, à minuit il est là, il y a, vous imaginez un flambeau avec quelques bougies, la cafetière sans laquelle Balzac ne peut pas travailler, son encrier et du papier. Et de minuit à 8 h du matin, il va travailler, écrire, donc écrire et décrire évidemment ce qu'on ne voit pas dans cette toute petite pièce, d'un petit appartement, dans une petite ville, d'un petit village à côté de Paris. Il va décrire ce qu'il voit dans son cerveau. Il va décrire un monde imaginaire. À 8 h du matin, il s'arrête, il fait sa toilette, il s'habille, il déjeune. L'imprimeur arrive, va lui donner ce qui a été imprimé la veille au soir et va prendre ce que Balzac a écrit pendant la nuit. Et Balzac va se remettre à sa table de travail à 9 h du matin. Et cette fois-ci, il va corriger ses épreuves jusqu'à 6 h le soir. Là, il s'arrête à nouveau, il va dîner, il va faire sa correspondance, faire une petite promenade. Il se met au lit à 8 h, 4 heures de sommeil et on recommence. Et ce rythme, il peut le tenir plusieurs mois de suite. Donc ça, c'est la cafetière qui a été offerte à Balzac par Zulma, sa meilleure amie. Et donc il y a un message avec cette cafetière. Alors, de ce que j'ai lu de leur correspondance et de ce que je sais un peu de Zulma Caro, qui est une femme que j'adore totalement, je pense que le message était il faut travailler un peu. C'est sympa d'aller à l'opéra, de faire des soirées et tout, mais bosse. Et pour Balzac, vraiment, le travail et le café, c'était complètement associé. Il faut comprendre que le café, à l'époque, c'est pas le Nespresso qu'on prend nous, quoi. C'est du café vraiment hyper fort. Et c'est ce qui va lui permettre de tenir en bossant toute la nuit. Et sur le café, ce qui est important aussi, c'est de voir l'autre côté. C'est un peu le pendant de la canne turquoise. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire rentrer de l'argent et que, contrairement à beaucoup d'autres écrivains de l'époque, il n'est pas rentier, il n'a pas beaucoup d'argent à la base de famille. Et donc, il faut qu'il travaille. Et donc, pour lui, travailler, c'est écrire, pour même pas toucher de l'argent dont il pourra profiter le lendemain, juste pour rembourser toutes les dettes qu'il a derrière lui. Et là, c'est le moment qui devient un peu triste. Il est enfermé ici, dans cette maison. Et en même temps, il n'en a pas conscience, mais il est en train de créer un chef-d'œuvre qui est la comédie humaine. Mais on n'a pas l'impression qu'il le voit vraiment. Il se dit, bon, tout ça pour ça, voilà, j'ai fait des romans. Il ne se rend pas compte de l'influence qu'il va avoir sur la littérature française. Balzac a eu aussi un rêve de maison de campagne, mais là, ça a été aussi un grand échec. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il avait, comme beaucoup de Parisiens, le rêve d'accéder à la propriété, déjà à l'époque. Il était dans son petit appartement parisien, il se disait « Non mais moi je veux un jardin, je veux une vraie maison, donc il faut que j'aille en banlieue ». Et il a cherché, comme on fait de nos jours, et il s'est trouvé effectivement une maison, un terrain en banlieue. Il l'achète évidemment à crédit parce qu'il n'a pas l'argent, donc il emprunte. Il achète un terrain quasiment nu où il se dit « Je vais faire construire la maison de mes rêves ». Mais pour faire une économie, et puis parce que je suis hyper fort, je vais la dessiner moi-même. Je n'ai pas besoin d'un architecte. Franchement, ça prend de l'argent pour rien. Et ça fait rire tout Paris parce que il fait pas d'escalier. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il mettait l'escalier dans ses plans, il se disait « Ah, mais ça prend vachement de place dans une maison ». Et donc finalement, il a construit l'escalier à l'extérieur de sa maison, donc il fallait passer par dehors pour pouvoir monter aux étages supérieurs. C'est toujours cette idée, l'esthétique l'emporte sur le côté pratique. Parce qu'à l'intérieur, du coup, il avait gagné de la place. Il était hyper content de lui. Et alors, il n'avait même plus d'argent, c'est ce que tu racontes dans ton livre, pour mettre des meubles. Et il a une idée quand même assez géniale qui pourrait même nous inspirer aujourd'hui, pourquoi pas ? Oui, c'est génial et c'est mignon et c'est hyper triste. Donc, il met tout son argent pour acheter le terrain, pour faire construire son petit chalet sans escalier. Et comme il ne peut plus rien mettre à l'intérieur, il écrit au morceau de charbon de poids ce qu'il aurait aimé mettre. Donc, il dit ici, cheminée en marbre, ici, tableau de Raphaël. Et voilà, et il s'imagine des choses complètement folle, tout ce qu'il aurait aimé avoir et juste il écrit la description sur les murs.
C'est très triste, mais en même temps, c'est le pouvoir de l'imagination et il se projetait peut-être dans cette maison de ses rêves, quoi. Il faisait ce que fait un romancier, en fait. Il écrivait ce dont il rêvait. Bon, on a compris que Balzac n'avait pas été vraiment le plus heureux des hommes, malgré son immense succès. Alors il y a quand même une chose qui peut nous inspirer, c'est sa bric-à-bracomanie, comme il l'appelait. Simplement aller sur les brocantes pour découvrir des trésors pour sa déco. D'ailleurs, dites-nous, vous, en commentaire, quels sont vos coups de folie. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres intérieurs inspirants. À bientôt.